Ce qu'on appelle un métail céréal protéagineux, c'est une culture où en fait on mélange différentes espèces. On va avoir une partie de céréales, donc là on a du triticale et de l'avoine, et une partie de protéagineux, donc ici c'est du pois qui est cultivé. Ce mélange il se complète, les céréales vont apporter plutôt l'énergie et les protéagineux vont apporter plutôt la protéine et l'azote pour l'équilibre de la ration des animaux. On peut récolter les métails en fourrage, donc ça va être valorisé en enrubanage ou en ensilage, ou bien en grains. Donc c'est le cas du métail ici, il va être récolté en grains et donc distribué sous forme de farine aux animaux. Alors je m'appelle Philippe Routet, j'habite à Neuvy-Saint-Sépulcre dans l'Indre. Je suis éleveur, naisseur-engraisseur. J'ai intégré le réseau Défi en 2016, c'était une volonté personnelle et puis on a créé ce groupe. Notre but c'était d'être autonome et d'acheter le moins possible d'aliments et de baisser nos herbicides, enfin tous nos pesticides en général. Un des avantages agronomiques du métail, c'est le fait d'être un mélange d'espèces qui lui apporte une grosse couverture au sol. Et donc on va avoir une forte concurrence contre les adventices. Donc la majorité des agriculteurs du groupe Défi cultivent le métail sans désherbage. On a une couverture qui permet de se passer d'herbicides. Cette diversité d'espèces, et on peut avoir aussi une diversité de variétés pour chaque espèce, elle apporte aussi de la rusticité. Et donc les métails ont très peu de pression maladie, ce qui fait qu'on peut les conduire quasiment sans fongicides, voire 100% sans fongicides. On a dans le métail différents types de racines, des pivots, des racines plus fasciculées, ce qui fait que les plantes ne se concurrencent pas entre elles et qu'on va avoir aussi un effet structurant dans le sol. Donc le métail est intéressant en rotation, par exemple avant ou après une autre céréale. Au niveau herbicides, pesticides, j'ai réduit de au moins 80%. Je ne traite plus que 14 hectares sur 40. Le soja que j'achetais avant, j'ai réduit de 50% puisque je produis des protéines sur mes 26 hectares, donc c'est une grosse réduction. Et mes engrais azotés ont été réduits aussi de pas loin de 50% parce que les protéines, elles prennent l'azote de l'air, elles n'ont pas besoin qu'on leur en apporte. Donc on réduit d'une pierre 3 coups presque. Alors les métails grains qu'on emmène en moisson, il y a juste 3 espèces là, c'est triticale, avoine, pois. Ça fonctionne très bien, chez nous il n'y a pas de souci. Les métails en silage, moi ça ne me sert pas pour engraisser là, par contre ça me sert surtout pour faire de la nourriture pour les animaux, parce qu'on a des sécheresses de plus en plus récurrentes. Donc les métails en silage nous permettent de faire beaucoup de nourriture et à bas coût, puisqu'il n'y a pratiquement pas d'azote, il n'y a aucun produit de traitement. Et en plus, je suis pratiquement autonome en paille. Je n'ai plus besoin d'acheter de la paille pour faire la litière parce que j'ai beaucoup plus de culture qu'avant. Parce que toute la partie qui était en maïs est en culture. Je suis pratiquement autonome partout. Baisser nos herbicides, pesticides de 80% en 4 ans, c'était impensable. Moi qui avais été formé à la chimie, c'était pas possible. Sans le groupe, déjà, on n'aurait pas avancé aussi vite, parce que tout le monde a fait des essais chacun de son côté. Et seul, j'aurais jamais osé. Enfin, et je crois qu'on était tous pareils, on n'aurait jamais osé franchir le pas aussi vite. Donc merci le groupe Défi. Lucas Henner, vous êtes animateur CIVAM, vous animez un groupe Défi et un groupe 30 000. Alors je crois que dans ces groupes-là, les mélanges d'espèces qu'on appelle les métails sont un levier qui est souvent utilisé par les agriculteurs en fait. Oui, bonjour. Effectivement, moi j'anime des groupes qui sont polyculteurs éleveurs. Donc souvent on travaille dans un double objectif, à la fois réduction des phytos, mais aussi autonomie alimentaire. Et donc dans ce cadre-là, les mélanges qu'on appelle céréales protéagineux présentent beaucoup d'avantages. Donc un levier qui a une double vocation, et ça c'est vraiment intéressant. Alors comment ça se passe depuis 2016, je crois, les groupes ont mis cela en place. Ça se traduit comment très concrètement? Par quel type de mélange? Alors déjà, les métails peuvent être récoltés de 2 façons. On va avoir des métails fourrage, donc qui sont récoltés grosso modo au mois de mai, soit en enrubanage, soit en ensilage. Donc là, on va être plutôt sur un objectif de récolter du stock pour donner à manger aux animaux. Ça permet aussi de pallier aux sécheresses et aux difficultés qu'on a pu avoir, notamment sur le maïs en silage. Et puis on va avoir des métails grains, donc qui sont récoltés à la moisson, et là qui vont plutôt servir de concentré apporté aux animaux, donc pour acheter moins, voire plus du tout de concentré type soja importé.
Donc après, il y a différentes espèces qu'on peut sélectionner, qu'on peut mettre dans ces mélanges. Alors, quel type de protéagineux, par exemple? Alors en protéagineux, on va être en général sur une dominante de pois, donc pois fourragé. Ça peut être aussi du pois protéagineux sur des mélanges 2 espèces type orge-pois. Pourquoi on choisit le pois? Alors c'est une plante qui est riche, on est à plus de 30% de protéines, et puis c'est aussi couvrant. Donc on va avoir un avantage aussi au niveau de la couverture du sol, ce qui va permettre de réduire l'usage d'herbicides dans le mélange. Voilà, on peut également utiliser de la févrole. Oui, tout à fait, de la févrole, donc, qui est un autre protéagineux intéressant. Certains le cultivent en pur, avec parfois des difficultés liées aux maladies. Et on s'aperçoit qu'en mélange avec des céréales, on a un effet tampon, un effet barrière créé par les céréales. Et du coup, un métail céréales-févrole peut être conduit souvent sans fongicide. On arrive à la récolte sans trop de problèmes. Ces mélanges sont adoptés assez vite par les agriculteurs et notamment les éleveurs qui voient un intérêt pour les rations, ou ils hésitent avant de se lancer? Alors il peut y avoir des hésitations parce que c'est vrai qu'on travaille, on introduit quelque chose de nouveau dans le système, et quand les éleveurs sont habitués à acheter un aliment sur lequel ils connaissent parfaitement la valeur alimentaire, il va falloir apprendre à travailler avec le métail, puisque ce qu'on dit souvent, c'est qu'on sait ce qu'on sème, on ne sait pas ce qu'on récolte. Donc il peut y avoir un petit frein psychologique. Il peut y avoir un frein psychologique. L'avantage, c'est qu'on est sûr de toujours récolter quelque chose, puisque en fonction des aléas de la parcelle, de l'année climatique, une espèce va prendre un peu la place de l'autre. Donc en termes de rendement, on est sur des résultats assez stables. Par contre, la valeur en protéagineux, la proportion des différentes espèces va varier. Donc là, ce qui est recommandé, c'est de faire une analyse pour connaître précisément la valeur alimentaire du métail et savoir l'incorporer dans la ration. Voilà. Alors donc, en fait, par une analyse, j'arrive à me rassurer si ça fait partie de ce que je mets dans la ration des animaux. Il n'y a pas de recette passe-partout, donc chaque éleveur élabore un petit peu son mélange au fur et à mesure. Et puis après quelques années, certains se passent d'analyse, ils développent un petit peu une expertise sur la culture et arrivent à voir un petit peu à l'œil, à la récolte, ce que ça donne. Économiquement, vous avez fait des bilans, c'est-à-dire qu'on voit qu'effectivement, ça permet de baisser la pression des bioagresseurs. C'est intéressant pour la ration. Est-ce que vous avez fait des suivis économiques également? Ce qu'on voit globalement, le métail est utilisé en parallèle à d'autres leviers à l'échelle des systèmes. Le gain sur le plan économique, il est assez facile sur la partie coût alimentaire, puisqu'on voit qu'aujourd'hui les prix des concentrés azotés sont en train d'augmenter fortement. Donc plus on en produit à la ferme, plus on va faire d'économies à ce niveau-là. Donc dans les systèmes polyculture élevage, c'est assez simple. Et puis on a aussi moins de charges, puisque comme le métail est très couvrant, on a au maximum un herbicide, voire pas du tout. Et puis pareil, maximum un fongicide, pas d'insecticide, donc on a un coût réduit. Le seul coût qu'il peut y avoir, c'est quand même la semence. Donc après, beaucoup d'éleveurs travaillent avec des semences de ferme. L'avantage du groupe, c'est aussi qu'on peut partager les semences, donc voilà. Question de joker, est-ce qu'il faut tout le temps rechercher une pression zéro finalement des bioagresseurs? Est-ce que finalement les groupes défis, on n'apprend pas un peu à accepter un seuil qui ne serait pas risqué ni techniquement ni économiquement? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'au départ de la démarche, on peut avoir peur de cette pression bioagresseur. En fait, ce qu'on apprend avec Défi, c'est que la présence d'un bioagresseur n'induit pas systématiquement un dégât sur la culture. Et s'il y a un dégât sur la culture, ça n'induit pas systématiquement une perte économique, puisqu'il faut aussi mettre dans la balance le coût des interventions, le coût des produits. Donc c'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure avec les témoignages d'agriculteurs. Petit à petit, je dirais qu'ils apprennent à aussi avoir un regard sur leurs charges, à maîtriser les charges et à effectivement accepter plus facilement une part de risque, ou en tout cas à vivre avec les bioagresseurs, et je dirais à cultiver une rusticité à l'échelle de tout le système, c'est-à-dire à mobiliser un ensemble de leviers agronomiques pour sécuriser son système et être moins vulnérable aux aléas.